Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Sénèque, philosophe, dramaturge et homme d'État, a écrit que « c'est par l'épreuve du feu qu'on reconnaît l'or pur, et c'est par les épreuves qu'on reconnaît un homme de cœur, et bien sûr, une femme de cœur. » À diverses étapes de la vie, on peut faire face à des épreuves, et c'est grâce à des hommes et à des femmes de cœur que nous arrivons à les surmonter. Ces épreuves peuvent se présenter à la fin d'une vie bien remplie, que ce soit par exemple celle d'un parent atteint d'Alzheimer ou de tout autre trouble cognitif. Afin d'aider leurs proches aidants qui ont parfois besoin de souffler un peu, la Fondation du Baluchon Répit Long Terme est là. Nous recevons aujourd'hui la directrice générale qui a vécu elle-même ce grand défi qu'est la proche aidance. Les épreuves peuvent aussi se présenter au tout début de la vie. Une vie qui parfois ne dure pas, ou si peu longtemps. La douleur du deuil périnatal n'est pas encore bien comprise. Il subsiste des tabous que nous nous efforcerons de démystifier avec la directrice de l'organisme Les Perséides. Après la pause, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Morin, directrice générale de Le Baluchon Répit Long Terme. Afin de soutenir les proches aidants des personnes atteintes d'Alzheimer ou de tout autre trouble cognitif, il y a le Baluchon Répit Long Terme qui, avec ses baluchonneurs et baluchonneuses, fait en sorte d'aider ces proches aidants là, qui ont besoin parfois de souffler parce que la tâche est difficile malgré le grand cœur qu'on veut bien y mettre. Et nous accueillons aujourd'hui la directrice générale, Sophie Morin, qui elle-même a vécu ce grand défi qui est la proche aidance. Bonjour Sophie. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous faites un travail qui est essentiel et on va en parler un petit peu plus tard de grands défis des troubles cognitifs, mais malheureusement, avec le vieillissement de la population, il est possible que votre organisme soit appelé à grandir. Ah oui, ça, en fait, c'est pas une possibilité, c'est une certitude. Vraiment, en ce moment, il y a une personne sur 3 qui est proche aidante au Québec. Les courbes démographiques montrent le vieillissement de la population, l'augmentation des troubles neurocognitifs, mais avec le vieillissement vient aussi toutes sortes d'autres conditions. Alors, les gens sont rarement atteints juste d'une maladie. Ils ont plusieurs conditions qui vont complexifier leur maintien à domicile et donc les proches aidants ont besoin d'aide et on va être de plus en plus nombreux. Oui. Vous dites une personne sur 3, ça me semble beaucoup? Oui, bien en fait, peut-être que des fois, on a une vision peut-être un peu trop restrictive de ce qu'est être un proche aidant. Hein, on imagine souvent un proche aidant, c'est quelqu'un dans la cinquantaine ou la soixantaine qui s'occupe plusieurs heures par semaine de son parent vieillissant, mais on peut être proche aidant à différents moments de la vie et à différents niveaux aussi. Et donc, il y a une nouvelle définition qui a été faite par le gouvernement. Donc, on peut être proche aidant avec un lien familial, mais aussi avec un voisin. On n'a pas obligé d'avoir de lien affectif. On peut être proche aidant de quelqu'un qui n'est pas nécessairement au cœur de notre vie, mais par exemple, on nous demande de s'occuper des papiers de notre vieille tante, d'être un répondant plus légal. On peut aussi, tous les parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers sont des proches aidants. Mais évidemment, il n'y a pas un parent qui va dire « je suis proche aidant de mon enfant », mais au sens de la loi, ils le sont et c'est important de le reconnaître
parce que vient avec ça des besoins qui sont particuliers. Donc, la proche aidance, c'est beaucoup plus large. Et puis, quand on a une personne malade, par exemple, qui a de l'Alzheimer, on a le proche aidant principal, mais il y a plein d'autres personnes autour de la famille qui vont donner moins de temps, mais qui, eux aussi, sont des proches aidants. Donc, ce qui explique le 1 sur 3, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de la personne qui est atteinte d'une de ces maladies ou affectations. Oui, exactement. Et au Baluchon Répit Long Terme, vous avez connu un changement de nom. Il y avait autrefois Baluchon Alzheimer et vous avez fait le choix, j'imagine, après réflexion avec le conseil d'administration, j'imagine, élargir votre mission pour couvrir différents troubles cognitifs? Oui, c'est ça. Alors, pendant plus de 21 ans, on était vraiment spécialisé pour accompagner des personnes qui avaient de l'Alzheimer ou d'autres types de troubles neurocognitifs comme la démence à corps de Lewy ou les démences frontotemporales. Mais progressivement, je pense que la société avait d'autres besoins. Il y avait plein d'autres gens qui avaient besoin de notre service. Baluchon n'est pas très connu du grand public, mais très connu dans le réseau de la santé et dans le réseau des organismes communautaires du Québec, parce que ça faisait plus de 20 ans. Et donc, on nous a approchés pour nous dire, pourriez-vous offrir des services à d'autres gens? Parce que notre modèle était unique et il y avait vraiment des trous. Le fait que nous, on se déplace à domicile, il y a plein d'autres gens qui avaient d'autres conditions. Donc, on pense, par exemple, au Parkinson, la sclérose en plaques, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Donc, on disait, mais ces gens-là n'ont pas nécessairement de service de répit long terme à domicile. Et c'est comme ça qu'en 2021, on a élargi au-delà de l'Alzheimer et donc, on a changé notre nom. Bien, justement, parlons-en de votre modèle unique. Qu'est-ce qui fait du Baluchon un organisme si unique et spécial dans sa mission? Alors, nous, c'est une infirmière spécialisée en gériatrie, Marie Gendron, qui a conçu ce modèle-là il y a presque 25 ans maintenant. Puis ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il y avait une personne qui a de l'Alzheimer. Si on la prend puis on l'amène en institution pour offrir du répit pendant quelques jours au proche aidant, ça contribue à désorganiser la personne qui perd est nos touchée. repères. Elle perd ses repères, ça augmente son anxiété, elle ne comprend plus où elle est. Donc, ça répond peut-être plus aux besoins du système de santé qu'aux besoins de la personne atteinte. Donc, pour elle, pour Marie Gendron, la meilleure façon d'offrir du répit, c'est de maintenir la personne qui a un trouble neurocognitif à domicile dans sa routine, dans son environnement, avec tous ses points de repère pour la bousculer le moins possible. Donc, notre modèle, c'est qu'on a des accompagnatrices et des accompagnateurs. Puis là, aujourd'hui, je vais parler au féminin parce que la majorité de nos accompagnatrices sont féminines. Donc, des baluchonneuses. Donc, des baluchonneuses. Donc, elles partent avec leur baluchon, avec leur petite valise et elles vont s'installer chez la famille pendant un minimum de 4 jours et 4 nuits, jusqu'à 2 semaines, mais elles dorment là-bas. Et pour justement répondre aux besoins, c'est la même personne. Donc, on va pas envoyer 2-3 personnes ou faire des chiffres, entre guillemets, de 8 heures. Donc, c'est une seule personne qui va accompagner pendant 2 semaines la personne malade. Et pendant ce temps, notre proche aidant lui quitte. Il va prendre des vacances ailleurs. Il met sa tâche de proche aidant, sa définition de proche aidant à neutre et il s'en va se reposer physiquement, mais psychologiquement. Donc, c'est ça le modèle unique de Baluchon. C'est une seule accompagnatrice à domicile jusqu'à 14 jours. Donc, pour éviter de trop sortir les gens de leur routine, ça fait qu'il y a des gens au grand cœur, des missionnaires qui, eux, sortent constamment de leur propre routine. Exactement. Alors, imaginez nos baluchonneuses, là, on en a partout à travers le Québec. Elles partent de leur domicile, donc elles peuvent partir de Gaspé ou de la ville de Québec ou de n'importe quelle autre région. Et elles se déplacent, elles vont faire parfois quelques dizaines de kilomètres, mais parfois plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre jusqu'au domicile avec leur valise. Donc, nos baluchonneuses, elles ne vivent pas chez elles jusqu'à 14 jours par mois.
Donc, quand même, la moitié de leur vie, c'est ça. Et donc, c'est pas nécessairement continu. Elles peuvent travailler 4 jours. Elles vont avoir 4 jours elles-mêmes de répit ou de vacances. Puis on peut les envoyer sur une mission de 7 jours. Elles vont avoir 7 jours de vacances. Puis si elles travaillent 14 jours en ligne, les 14 jours, elles se reposent. Vous comprendrez que c'est extrêmement exigeant, ce travail-là, parce qu'elles sont... c'est jour et nuit. C'est jour et nuit. Elles dorment juste sur une oreille. Mais évidemment, selon la personne qu'elles accompagnent, c'est possible qu'elles dorment moins. Parce que dans le cas des troubles neurocognitifs, là, il y a un phénomène qu'on appelle d'errance nocturne, donc où les personnes se réveillent la nuit, anxieuses et tout ça. Donc, elles vont les accompagner dans les périodes d'errance nocturne. Donc, on veut absolument qu'elles puissent se reposer l'autre moitié du mois. Bien, c'est ça, j'imagine que les conditions d'accueil non plus, parfois les personnes n'ont pas nécessairement une chambre d'amis, j'imagine. Effectivement, c'est très variable. Parfois, nos baluchonneuses sont logées dans des résidences hyper confortables, avec des niveaux plus élevés de confort que dans leur domicile personnel, mais l'inverse existe aussi. Nous, on peut se rendre dans des résidences pour personnes âgées où il n'y a pas de chambre d'amis. Donc, elles partent avec un lit d'appoint dans leur valise, dans leur coffre de voiture. Puis elles peuvent dormir... Un matelas gonflable jusqu'à 2 semaines. Mais quand même confortable. Là, je veux dire, on est assez bien équipés, mais c'est un lit d'appoint là, avec un système de matelas gonflable électrique, puis avec un support en métal en dessous là, qui leur permet quand même un minimum de confort. Un grand cœur. On fait une courte pause, Sophie. On revient tout de suite approfondir davantage l'impact de votre mission. De retour au Héros anonyme avec Sophie Morin, directrice générale de la Fondation du Baluchon Répit Long Terme. Sophie, on a parlé un peu de... Parfois, les baluchonneuses, on va dire, elles ont à faire plusieurs kilomètres devant elles parce que j'imagine que, bon, vous tentez un peu de faire des jumelages par distance, mais j'imagine qu'il y a d'autres critères qui prévalent. Oui, c'est très important. Puis ça, c'est vraiment au cœur de notre modèle. Donc, nous, quand on reçoit une requête pour un baluchonnage, on va faire une longue entrevue avec le proche aidant. Si la personne qu'on accompagne a des pertes cognitives, mais parfois on accompagne aussi des personnes qui ont des déficiences physiques, mais qui ont toutes leurs capacités intellectuelles. Donc, on va faire la fiche avec l'aidé lui-même. Et la fiche qui décrit un peu les défis propres à sa réalité, la routine et autres. Exactement, l'environnement dans lequel on va être, comment se passe une journée type, etc. Et donc, lors de cette entrevue, on va vraiment essayer de bien comprendre à la fois qui est le proche aidant, mais aussi qui est l'aidé. C'est quoi son bagage passé? Quel genre de métier il exerçait auparavant? Quels sont ses intérêts? Quelles sont ses capacités? Quelles sont ses limites? Est-ce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder? Est-ce qu'il y a des passions? Est-ce que cette personne-là a des passions ou a des intérêts très pointus? Et donc, pour nous assurer que le baluchonnage soit réussi des deux côtés, on va aussi jumeler notre baluchonneuse en fonction du profil de la famille. Donc, on a... C'est des beaux défis logistiques, tout ça que vous vivez. Exactement. Puis, on a une proche aidante qui nous a envoyé un beau sondage de satisfaction avec un commentaire en disant « Oh mon Dieu, vous avez envoyé Harold, un spécialiste de la forêt, pour s'occuper de mon mari qui est un gars de bois. Quel merveilleux hasard! » Ben non. Ce n'était pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard du tout. Hasard du tout. Donc, en entrevue, on savait que ce monsieur-là, qui était dans la région du Bas-Saint-Laurent,
adorait chasser et pêcher, mais qu'en raison de son Alzheimer, sa conjointe ne voulait pas le laisser partir toute seule en forêt, de peur qu'il se perde. Donc, nous, on a un baluchonneur qui a exactement les mêmes intérêts que lui. Alors, ça a été aussi des vacances pour monsieur, qui a pu regagner la nature, ont pu partager tous les deux leur passion. Ils reconnaissaient tous les deux les pistes d'animaux qu'ils rencontraient. Ah, donc il est allé à la chasse et à la pêche avec lui? Pas à la chasse et à la pêche, mais en promenade. Oui. En promenade en forêt, parce que monsieur n'avait pas nécessairement la condition physique de repartir, mais certainement de se promener puis de commenter ensemble la nature puis les pistes qu'ils voyaient. Donc, nous, on va faire ce jumelage-là. C'est vraiment important. On veut que l'aider soit bien, mais on veut aussi que notre baluchonneuse soit bien. Alors, un jumelage réussi, c'est lorsque les deux sont détendus, sont en harmonie l'un avec l'autre, puissent établir une communication, même lorsqu'il n'y a pas de mots. Parce que souvent, on travaille avec des gens qui ont plus de capacité de parole, ou on travaille aussi avec des gens qui ont eu des accidents cérébrovasculaires, ou avec des personnes qui ont des handicaps intellectuels ou du trouble du spectre de l'autisme. Donc, ils ne sont pas nécessairement capables de parler ou d'exprimer clairement leurs besoins. Mais si on sent qu'il y a une autre forme de communication qui va passer par une passion commune ou un intérêt commun ou des champs de culture communs, ça va faire un baluchonnage réussi. Ça pourrait être justement une activité manuelle comme le tricot. Exactement. Donc, on a des baluchonneuses qui sont artistes, d'autres qui ont beaucoup, qui ont fait de la couture. Donc, on a beaucoup de dames pour qui la couture, le tricot est super important, d'autres pour qui c'est la cuisine. Alors, nous, on va toujours exploiter au maximum toutes les capacités de l'aider avec qui nous sommes. Donc, oui, il y a une perte de capacité, mais ce qui est important de regarder, c'est qu'est-ce que cette personne est encore capable de faire. Et je vous jure, si vous donnez une livre de viande hachée à une dame de 80 ans, puis vous lui montrez, vous faites une première boulette, je vous assure qu'elle est capable de faire la livre au complet. C'est comme si on retrouve des souvenirs par le fait de le faire par les mains. Exactement. Donc, c'est tellement des gestes qui sont ancrés dans la mémoire long terme d'une personne qui a un trouble neurocognitif que automatiquement, les deux mains ouvertes qui roulent la boulette, elle va avoir exactement la bonne texture puis la bonne forme. Les mains retrouvent le chemin. Exactement. Est-ce que dans cette exploration-là des intérêts mutuels, vous regardez la musique aussi, la musique aimée par la personne? Parce que j'avais vu un très beau reportage où on disait que ça pouvait vraiment amener les personnes qui souffrent d'Alzheimer à retrouver temporairement là, comme un regain d'énergie parce que ça rappelle des belles émotions du passé. Oui, et effectivement, ça fait aussi partie là, de la formation qu'on donne à nos baluchonneuses. Donc, nos baluchonneuses, elles partent avec une liste là, de pièces musicales préférées en fonction de l'âge de nos personnes accompagnées. Et puis, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'on ne travaille pas seulement en français. On a des gens de différentes communautés, différentes langues. Donc, pour nous, c'est super important de trouver des pièces musicales qui vont résonner dans la communauté hispanophone, par exemple, ou africaine, etc. Donc, quand on prépare nos baluchonnages, là, c'est le genre de détails qu'on va regarder là, pour s'assurer. Puis ça peut aider aussi au jumelage. Donc, en ce moment, on a à peu près 5 langues parlées chez Baluchon. Donc, on va essayer de trouver, mais c'est au-delà des langues, c'est la nourriture, la culture, hein, le goût de l'Afrique ou le goût d'Haïti ou le goût du Maghreb versus le goût, je sais pas, des îles de la Madeleine. Donc, il y a tout un travail de préparation. Une fois le jumelage fait, pour s'assurer que ça se passe dans des conditions dans lesquelles la personne reconnaît son univers. Oui, exactement. On parlait de musique, mais à l'inverse, vous dites que parfois, il y a le silence. J'imagine que ça doit être toute une qualité d'apprendre à composer avec le non-verbal ou apprendre à communiquer à travers le silence. Oui, en fait, on apprend, on forme nos baluchonneuses beaucoup à essayer de détecter
les besoins qui ne peuvent pas être exprimés, mais à travers, par rapport à une gestuelle ou, tu sais, une personne, par exemple, qui va tourner en rond dans le milieu du salon ou qui va tirer ses cheveux ou qui va regarder par la fenêtre constamment. Donc, à travers tous ces gestes-là, il y a souvent un besoin qui n'est pas répondu. Donc, on essaye d'enseigner à nos baluchonnages quel est ce besoin. Donc, ça peut être peut-être d'aller à la salle de bain, ça peut être peut-être qu'il y a un inconfort physique, peut-être qu'il y a une anxiété, peut-être que c'est la noirceur qui arrive puis qui amène une anxiété liée à la nuit. Donc, elles ont vraiment une formation spécifique pour essayer de décoder. Et ce qui est intéressant quand on a élargi nos services au-delà de l'Alzheimer, c'est que dans le fond, l'expression de ces besoins-là, puis la façon de la décoder, elle est la même chez une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme ou une personne qui a une déficience intellectuelle ou une aphasie. Donc, dans le fond, notre approche, on a réalisé que notre formation, elle s'appliquait à plein de contextes différents. Donc, ça aide à cet élargissement-là de votre modèle. Comment réagit la personne qui vit avec l'Alzheimer? Est-ce que certaines personnes sont conscientes que c'est une autre personne et d'autres sont conscientes, réagissent bien, mal? Comment elles sont préparées? On a de tout, en fait, mais quand on arrive le premier jour à la maison, on a une période de 4 heures pour faire la transition entre le proche aidant qui va quitter et notre baluchonneuse. Donc, par exemple, si on arrive à 9 heures le matin, notre baluchonneuse va rencontrer le couple ou la dyade. Des fois, c'est un enfant adulte avec son parent, des fois, c'est un couple, des fois, c'est un parent avec un enfant adulte. Donc, les deux personnes. Son défi, là, c'est d'établir une relation de confiance très rapidement et avec la personne aidée et avec le proche aidant. On va faire le tour de la maison, on va vérifier les médicaments, on va regarder les repas, la nourriture, parce que nos baluchonneurs et baluchonneuses cuisinent, donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients, c'est quoi les repas préférés de cette personne-là. Et donc, la baluchonneuse va entrer doucement, mais sûrement en communication avec la personne aidée pour la rassurer, pour qu'elle puisse partir là. Parfois, là, le départ, ça se passe mal. Des fois, notre aidé, il est fâché, il est en colère. Il peut se sentir coupable aussi, j'imagine. Ben, le proche aidant, lui, va se sentir coupable. Et donc, mais ça, on a essayé de travailler ça, nous, un peu avant. Puis, on est là pour les rassurer. Ils peuvent appeler en tout temps à la maison s'ils ont des inquiétudes. Donc, tu sais, on est là vraiment pour les rassurer. Mais c'est sûr que pour un proche aidant, le premier baluchonnage, il y a tout le temps de la culpabilité puis de l'inquiétude. Mais habituellement, rendu au deuxième, c'est réglé. Donc, on peut demander cette aide-là à plusieurs reprises? Oui, bien sûr. Les proches aidants du Québec ont le droit à 14 jours par année. Ils peuvent scinder ce 14 jours-là ou ils peuvent le prendre une fois, mais à chaque année, il y a un nouveau 14 jours là, qui est disponible. Et je comprends aussi qu'il y a un journal qui est tenu par la baluchonneuse. C'est un journal papier écrit? Oui. Alors, nos baluchonneuses, elles ont des petits Chromebooks là, pour prendre des notes au quotidien. Et donc, elles vont observer ce qui se passe, elles vont décrire, elles vont parler de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a fait, des activités, mais de l'humeur aussi. Hein, parce que, vous imaginez, si la personne aidée, elle pleure au départ, elle va décrire combien de temps la tristesse est restée. Est-ce que... et puis là, souvent, c'est quelques minutes, puis après, on réussit à changer les idées. Donc, nous, on est des spécialistes pour changer l'humeur et les idées. On va rentrer dans le moment présent, on va proposer une activité, on va détourner l'attention. Du beau travail chez les enfants aussi en garderie. Je peux pas m'empêcher de quand on laisse notre enfant justement à la garderie, puis il pleure. Puis on sait qu'après, dès le parent est parti, l'enfant finalement...
Puis c'est le parent, finalement, qui se sent parfois coupable toute la journée. Exactement. Donc, ça nous rappelle souvent le même sentiment de culpabilité là, pour le proche aidant, parce que c'est une personne qu'on aime, qui est importante pour nous. On a son bien-être à cœur. Et puis, donc, on va écrire tout dans le journal ce qui se passe pendant, par exemple, les 14 jours. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on va aussi, nous, on est aussi des spécialistes, justement, en stratégie d'intervention. Et on va laisser des solutions ou des pistes. À ce que vous observez. Exactement. Donc, quand votre conjoint, le soir, devient anxieux, parce que c'est la nuit, bien, lui, il sait pas, là, mais nous, on sait que c'est parce que la lumière tombe. Donc, on tire les rideaux dans la maison, on allume des lumières, on va mettre de la musique. Donc, on va détourner l'attention pour mettre de la luminosité à l'intérieur du domicile. Donc, ça, c'est un truc que nous, on va le laisser dans le journal. Comme ça, le prochain aidant, quand il va revenir, il va avoir des nouveaux outils pour lui permettre de faciliter son quotidien. Donc, votre travail, lui, est utile pour beaucoup plus que la période de répit. Ça peut vraiment l'accompagner par la suite avec des trucs et conseils. Effectivement. Il arrive aussi parfois qu'on va réaliser que d'une année à l'autre, la condition physique de la personne s'est détériorée. Donc là, on va peut-être suggérer, dire, je crois que vous devriez faire venir une ergothérapeute parce que peut-être que le bain maintenant est moins sécuritaire ou que ça prendrait une adaptation dans telle pièce. Donc, nous, on est vraiment spécialistes là-dedans. Alors, souvent, les proches aidants vont prendre le journal, on l'écrit pour le proche aidant, mais lui, il peut le prendre puis il peut l'amener au CLSC. Il peut obtenir de nouveaux services grâce à notre journal. J'imagine que vous pourriez écrire tout ça au fur et à mesure par Messenger, mais que vous les incitez justement à prendre un vrai répit, de ne pas demander des nouvelles au quotidien. Oui, alors c'est sûr que plus le proche aidant prend un long répit, par exemple de 14 jours versus 4 jours, et moins il y a de contact avec nous, meilleure est sa récupération. Donc, nous, on évalue à la fin de chaque baluchonnage, on appelle le proche aidant. En moyenne, ils nous disent que leur fatigue a diminué de 90 %. Wow. Et j'avais un témoignage justement hier d'une proche aidante qui a eu un conjoint avec une démence à corps de Lewy, qui est une forme de démence vraiment difficile pour les proches aidants. Et elle me disait, moi, j'ai pu tenir 7 ans parce que j'avais baluchon et que à chaque fois, j'organisais ma vie en fonction du prochain baluchonnage et je me disais, il faut que je tienne jusque-là. Donc, c'est merveilleux, Sophie, d'entendre ça. Et il y a beaucoup de douceur dans votre voix. La photo sur votre site Internet représente bien aussi toute la douceur. Je ne suis pas étonnée que vous ayez gagné le prix Femmes d'affaires Québec 2023, catégorie organisme social. Donc, j'invite nos auditeurs à aller sur votre site Internet pour en apprendre davantage sur vos services. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous permettre de faire rayonner nos merveilleuses baluchonneuses puis de mieux faire connaître notre mission. À bientôt, au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Pour cette deuxième partie des Héros Anonymes, nous allons à l'autre bout de la vie, ou plutôt au début de la vie, au moment de la naissance, celle qui parfois arrive et ne dure pas longtemps, d'une vie qui est courtée trop rapidement, ou à cette naissance qui n'aura pas lieu. Je parle du deuil périnatal qui a encore des tabous, des mythes, des incompréhensions autour de la douleur que peut représenter celle de perdre un enfant qui n'est pas encore né ou qui vient tout juste de naître. Et il y a un organisme extraordinaire qui est né du besoin des parents qui vivent une telle situation. Ça s'appelle les Perséides et on reçoit la directrice générale, Janie Tremblay. Bonjour, Janie. Bonjour, Madame Doré. C'est très touchant d'entendre ce que vous faites et de réaliser que les Perséides sont d'abord nés d'un collectif d'accompagnantes, si je comprends bien, accompagnantes à la naissance. Oui, tout à fait. C'est vraiment né là, d'un besoin, en fait, des parents, finalement, qui étaient criants. Au niveau de la capitale nationale, là, il n'y avait pas d'aide au niveau du deuil périnatal. Puis, c'était une réalité là, qui était
vu très régulièrement là, au sein des accompagnantes. Alors, est parti en fait finalement un groupe d'entraide est né finalement l'organisme Les Perséides là, quelques années après. Ça va faire maintenant, on fête notre 10e année là, cette année. Et comment a été choisi le nom de l'organisme? En fait, les Perséides, pour nous, c'est pour nous, en fait, chaque petit bébé est une étoile, en fait, est passé aussi vite, finalement, que si on peut dire comme ça, là, qu'une Perséide peut passer. Puis en même temps, le passage de ce bébé-là fut quand même un moment important. Alors, voilà, les Perséides est nés de cette signification-là. Oui. Donc, vous offrez plusieurs services, le soutien au deuil périnatal. Donc, quand on parle premièrement périnatal, oui. On parle de né, pas né, à partir de quand, dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça couvre, le deuil périnatal? Quand on parle du deuil périnatal, là, c'est vraiment le deuil vécu par les parents de bébés décédés pendant la grossesse, durant l'accouchement ou au cours de la première année suivant la naissance. Ça peut être par une fausse couche, une interruption de grossesse, un bébé mort-né, un bébé décédé in utero, un bébé décédé quelques heures, quelques jours et jusqu'à 1 an là, après sa naissance. Donc, c'est l'accompagnement. Comment se passe l'accompagnement et d'où viennent ces parents-là? C'est une référence, par exemple, que ce soit, par exemple, au moment de l'accompagnement ou des fois qu'ils n'ont pas nécessairement été accompagnés par vous. C'est des références de médecins, de CLSC? Oui, en fait, nous, on travaille étroitement justement avec les hôpitaux. On a des références directement là, par les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux. Quand ils rencontrent des familles qui vivent un deuil périnatal, là, ils nous les réfèrent directement à l'organisme. Puis, à ce moment-là, nous, on les prend en charge pour leur proposer finalement soit un suivi individuel. On peut leur proposer aussi un suivi de couple. Mais on a aussi d'autres services là, qui est offert aux parents, là, comme des rencontres de groupe. Il peut être jumelé aussi avec un parent qui a vécu un deuil périnatal. Fait que c'est tous des services qui sont mis là, à la disposition des familles là, gratuitement. Là. Ils peuvent aussi faire des demandes en ligne. C'est important là, parce que c'est pas tout le monde qui sont référés. D'accord. À quel moment le deuil périnatal fait le plus mal? Est-ce qu'il y a une étape qui est plus difficile qu'une autre? Je vous dirais que c'est très différent d'un parent à l'autre. C'est certain, là, tu sais, comme le deuil périnatal, c'est comme un deuil, en fait. Là, ça peut être accompagné d'émotions super intenses et très douloureuses, même si le parent n'a pas connu finalement le bébé. Généralement, on dit que l'ampleur du deuil va être proportionnelle à l'investissement émotionnel du parent. Plus le parent a investi du temps, de l'énergie, de l'amour, des pensées dans son rêve d'avoir cet enfant, plus son deuil va être difficile. Donc, c'est pas nécessairement le type de situation, plus vraiment que la situation personnelle et l'émotion vécue par... Oui, effectivement. Effectivement. Et j'entends que vous couvrez également les interruptions de grossesse, donc une décision volontaire. Puis je peux pas m'empêcher de penser à la chanson d'Ariane Moffat qui parle justement que parfois on tombe enceinte à un mauvais moment. Oui. Tout à fait, effectivement. Puis c'est important de le nommer parce que même si on passe par une interruption volontaire de grossesse, les parents... la femme peut vivre un deuil périnatal, puis ça, c'est important de le souligner. Même si c'est son choix. On travaille justement là, étroitement avec l'organisme SOS Grossesse là, à Québec là, qui accompagne les parents qui vivent dans le fond l'interruption volontaire de grossesse. Là. Est-ce que vous intervenez également dans le contexte là,
par exemple, toute la problématique de l'infertilité. Je me suis posé la question parce que je lisais dans le dossier de presse là, que vous êtes 5 employés et qu'il y a très peu de temps, finalement, vous étiez seulement 2 personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en peu de temps? Je me suis posé la question si il y avait une recrudescence. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'air du temps ou c'est peut-être plus des cas de tout ce qui est traitement pour l'infertilité? Bref, éclairez-moi un peu. Oui, effectivement que c'est une réalité, là. C'est un enjeu vécu par plusieurs parents là, au niveau de l'infertilité. Même que on accompagne beaucoup de parents qui sont face à plusieurs fausses couches répétitives là, finalement. Puis là, on est face à un deuil finalement de la maternité, mais oui, là, c'est vraiment comme 1,7 grossesses confirmées sur 5 qui vont pas se rendre à terme. Là. Fait que c'est quand même énorme. Là. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est certain que c'est important là, d'accompagner ces parents-là. Puis, on parle d'infertilité, mais la fausse couche, quand on parle d'infertilité, on parle aussi de fausse couche. Puis, c'est important de se rappeler que, dans le fond, les femmes qui vont vivre une fausse couche, là, sur 50% d'entre elles vont vivre un réel deuil. On dit que 25% vont vivre une tristesse et les 25 autres % vont vivre une légère déception. Fait que c'est quand même pas rien. Oui. Et ça, comme vous le disiez, peu importe à quel stade de la... Mais j'imagine que à partir du moment où on sent l'enfant bouger, ça doit faire une grosse différence. Oui, tout à fait. Puis même, je pense que, même qu'on n'a pas eu, ça, je dis une différence tout à fait, effectivement, dans le sens que là, c'est plus physique, on le ressent, mais en même temps, même si la maman l'a pas senti bouger, on mesure pas la tristesse, finalement, à ça. Comme je disais tantôt, c'est les rêves qu'on projette, finalement, avec cet enfant-là qui fait en sorte qu'on vit vraiment un réel deuil. Et comment elle a lieu, cet accompagnement-là que vous faites? De quelle manière ça se passe? Comment on fait de passer d'un deuil, de réussir à le surmonter? Oui, nous, on ne dit pas surmonter un deuil dans le sens que on vit, on apprend à vivre avec le deuil, on le porte en nous toute notre vie. Nous, dans le fond, là, on a vraiment des intervenantes spécialisées finalement en deuil périnatal qui accompagnent les parents. Puis, généralement, là, on propose là, aux alentours d'une dizaine de rencontres. Puis, c'est vraiment un accompagnement qui est très... on s'attaque beaucoup aux réalités du parent, puis c'est ça, c'est vraiment un accompagnement qui est super apprécié, puis qui fait toute une différence. Là. Et je comprends que vous formez également d'autres professionnels du milieu de la santé à cette réalité. Oui, tout à fait, parce que c'est super important, parce que les professionnels de la santé ou du communautaire qui vont avoir à être finalement sur la route du parent va faire toute la différence. Si le professionnel est conscientisé à cette réalité-là que le parent peut vivre, c'est déjà un bel avancé, puis c'est déjà une douceur finalement qui est apportée aux parents. Fait que on sensibilise beaucoup là, les professionnels de la santé là, et du communautaire là, pour les accompagner finalement pour qu'ils se sentent mieux outillés quand ils ont à faire face à une famille qui ont vécu un deuil périnatal. Parlez-moi un peu de l'impact chez un couple du deuil périnatal. Oui, en fait, c'est certain que c'est pas pour rien qu'on offre du soutien aussi de couple, parce que oui, ça a un impact là, important. On sait que l'écart, des fois, entre le parent non porteur et la femme va être des fois assez large. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça, il y a monsieur le député Solzhenitsyn qui a fait une pétition justement pour reconnaître le deuil du parent non porteur, ses besoins. Malheureusement, notre gouvernement n'a pas su reconnaître là, tout à fait ces besoins-là parce que c'est important. Le papa aussi ou le parent non porteur vit un réel deuil. Mais quand la maman sort de l'hôpital, en fait, il l'accompagne. Hein, finalement, il est là pour la soutenir. Et puis, dans ce temps-là, il met un petit peu ses besoins de côté. Fait qu'il peut se créer un écart là, très, très grand là, dans le couple.
Et vous parlez, c'était une pétition que vous aviez montée et qui est appuyée par Québec solidaire? En fait, non, c'est vraiment une initiative là, 100% de Québec solidaire à laquelle nous, on était très, très heureuses là, d'entendre là, que le député, finalement, souhaitait soutenir les parents non porteurs parce que, dans le fond, la maman a droit à un congé, mais le parent non porteur, lui, non, il n'a pas le droit de congé. Là. Fait que c'est sûr que pour nous, les études le démontrent là, que le parent non porteur va vivre souvent un deuil décalé qui peut se reporter jusqu'à 3 ans suivant la perte. Fait que le papa se retrouve, ou le parent non porteur, souvent quand c'est des symptômes dépressifs et d'épuisement qui ne sont pas à négliger. Là. Oui. On parle de parents non porteurs pour refléter, j'imagine, la réalité des couples de femmes homosexuelles? Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça se vit différemment dans le cas où c'est une autre personne qui aurait pu le porter? Est-ce que parfois ça peut venir dans la discussion? Par exemple, si c'était moi qui l'avais porté, ça aurait été différent? Parce que ça doit être terrible comme... Oui, je vous dirais que les parents non porteurs ou les papas ont vraiment des réactions quand même similaires là, vis-à-vis de la personne qui l'a porté, là, peu importe. Là, je pourrais pas approfondir par rapport à chaque famille vit ça différemment. Là, fait que c'est une question assez pointilleuse là, que je pourrais pas répondre nécessairement. Oui, c'est parce que je me posais la question dans le cas du papa, il n'a pas la capacité physique de le faire, là, mais dans le cas d'un couple de femmes, il y a eu un choix, qu'il y a une des deux qui porte. Et ça peut arriver de dire, est-ce que ça aurait été différent si c'est l'autre parent, l'autre maman qui l'aurait porté? Effectivement, que ça doit être des enjeux là, qui se discutent là, avec les intervenantes, là, tout à fait. Alors, je vous propose de faire une courte pause, Janie, puis on poursuit la discussion tout de suite après. Oui, parfait. De retour au Héros anonyme pour cette dernière portion de l'émission. Nous sommes toujours avec Janie Tremblay de l'organisme Les Perséides qui offre du soutien au deuil périnatal aux parents. Et je lisais également que vous pouvez aider également les grands-parents. Oui, tout à fait. En fait, on aide tous les proches là, qui entourent là, finalement la famille endeuillée. On a des groupes de soutien là, spécifiques justement pour les proches, notamment les grands-parents. Puis on a aussi une page à laquelle j'invite beaucoup l'entourage là, à aller visiter. Là, c'est une page qui s'appelle, dans le fond, quand on clique sur notre J'ai besoin d'aide, il y a une page spécifique pour les proches qui leur apporte beaucoup d'outils sur quoi dire, quoi ne pas dire. Souvent, on se sent mal à l'aise, hein, puis on ne sait pas trop comment, on ne veut pas déranger, on ne veut pas dire la mauvaise chose, on ne veut pas aggraver la situation. Et puis, l'entourage se sent des fois, parfois, même souvent, démuni là, par rapport à ce qu'il pourrait apporter finalement comme aide là, à la famille. Qu'est-ce qu'on entend le plus comme tabou? Parce que dans un cas comme ça, est-ce qu'on peut entendre, je peux penser spontanément à des phrases comme « tu ne l'as pas connu » ou bien « tu peux te réessayer une autre fois ». Quoi dire exactement pour ne pas commettre de maladresse?
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est des phrases qu'on entend malheureusement trop souvent. Dans le fond, c'est de s'intéresser finalement à eux, de les écouter, d'être là. Des fois, il vaut mieux pas trop parler que de trop parler finalement, mais juste d'être là de façon respectueuse, avec amour, de souhaiter aussi la sympathie aux parents, ce qu'on oublie des fois parce qu'on n'a pas vu le bébé. Si le bébé a un nom aussi, de l'appeler, de ne pas se gêner de l'appeler par son prénom. Ça peut être des petites attentions là, qui peuvent faire vraiment du bien là, à la famille. Qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, justement, dans le cas est-ce qu'on recommande de voir le bébé? Est-ce qu'on recommande de souligner, de faire des funérailles? Tout à fait. En fait, c'est certain que c'est propre à chaque famille, mais nous, quand on nous le demande, là, c'est vraiment oui, on recommande finalement si c'est possible là, si le parent, les parents se sentent à l'aise, bien entendu, là, de prendre bébé. On peut même lui offrir, les infirmières peuvent offrir même de lui donner un bain. Il peut y avoir une petite cérémonie qui peut être faite. Aussi, on peut faire appel aussi au service de Jalou une étoile qui peut venir prendre des photos de bébé. C'est toutes des petites choses là, qui peuvent être faites là, pour justement là, ancrer finalement ce souvenir-là, parce que c'est important d'avoir des souvenirs de cette journée-là qui est quand même très, très douloureuse pour le parent, mais puis là, je parle quand on est plus face à une interruption médicale ou un accouchement, finalement, à une perte à l'accouchement. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent être faites là, quand on vit une fausse couche. Là. Quel impact ce projet-là a eu dans votre vie, Janie? Je vous dirais un bel impact pour moi-même. En fait, moi, ce qui m'a amené au Perséide, c'est vraiment parce que moi-même, j'ai vécu un deuil périnatal. J'ai perdu mon petit garçon à 23 semaines de grossesse. Et puis, c'est certain que pour moi, c'est une cause que j'avais tatouée sur le cœur, à laquelle j'avais vraiment envie de m'engager parce que je sais que ça fait tellement une différence d'être bien soutenu quand on vit. On se sent tellement démuni. C'est tellement un choc quand on apprend finalement la perte de notre bébé que... Voilà, pour moi, c'était tellement une continuité finalement là, de ce que j'ai de la triste expérience là, finalement que j'avais vécue. Là, j'imagine que ça aide à donner un sens, d'aider d'autres personnes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, effectivement, c'est quelque chose qui ça me rappelle finalement. En fait, je me rappelle un peu tout le temps. Je porte avec moi finalement encore plus mon petit garçon là avec moi. Vous, d'une certaine manière, vous lui avez donné une belle vie. Oui, probablement. En tout cas, je me dis toujours que j'ai l'impression qu'il y a plein de petits anges finalement qui veillent sur nous, les Perséides. À chaque tempête, les choses se ralignent toujours très juste pour nous. Alors, je me trouve très, 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 très chanceuse. Dites-moi, est-ce que c'est un deuil particulier quand on a le deuil de cet enfant-là? Oui. Mais quand on doit faire le deuil de l'enfant, point. Le deuil de la maternité, de la paternité, parce qu'on parlait d'infertilité ou autre, mais qu'on sait que là, on ne peut plus se réessayer. Est-ce que c'est un deuil double, différent? En quoi il est différent? Oui, en fait, c'est certain que c'est un deuil très complexe, le deuil de la maternité. Là, on est vraiment ailleurs. J'aurais aimé avoir une intervenante avec nous pour plus vous en parler des enjeux, là, parce que c'est pas des enjeux à lesquels je suis un petit peu moins familière, parce qu'on commence justement à être touché à se dire que ça va être important. En fait, de s'outiller davantage, puis d'outiller davantage les familles, parce qu'on est malheureusement confronté trop souvent à cette réalité-là, finalement, de la maternité. Mais c'est clair qu'on est vraiment dans des enjeux complètement différents, Oui. Tout à fait.
Et comment, bon, j'ai un petit peu posé la question tantôt, mais j'ai envie d'approfondir davantage parce que je ne connaissais pas votre organisme et c'est un peu la raison pour laquelle on vous a invité aussi pour faire en sorte aux héros anonymes de reconnaître le travail essentiel qui est fait par des organismes de votre nature. Donc, comment faire en sorte qu'on vous connaisse davantage? Comment les parents en entendent parler? Oui, en fait, les parents en entendent parler, là, ça commence de plus en plus, hein. Ça, on dit souvent que le deuil périnatal, c'est un deuil particulier qui est peu connu, qui est pas bien compris, mais je vous dirais que dans la dernière année, on dirait que les gens de plus en plus en parlent, osent en parler. On a eu beaucoup de sorties aussi là, de personnalités publiques, notamment de Phil Roy, qui en a parlé extrêmement et qui nous a soutenus. Phil Roy, l'humoriste? Oui, humoriste, okay. Oui, animateur Phil Roy, qui a été vraiment comme un porte-parole, mon Dieu, tellement apprécié. Il a parlé du deuil périnatal pendant toute sa tournée, pendant 1 an. Alors, c'est sûr qu'on en parle plus. On démontre là, toute la tristesse que peut amener le deuil périnatal est beaucoup plus reconnu. Il y a encore un long travail à faire, mais voilà. Mais je vous dirais que nous, on existe, on couvre tout le territoire de la capitale nationale, mais il existe d'autres de beaux organismes là, aussi là, quand les familles ont besoin d'aide, là, notamment, je pense, dans la grande région de Montréal. C'est important de le mentionner. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont face à cette réalité-là. Là, on a Alternative Naissance et Grossesse Secours là, qui peuvent soutenir les parents qui vivent un deuil périnatal. Là, puis, alors voilà, malheureusement, il n'y en a pas dans tout le Québec. Il y a beaucoup de régions au Québec là, qui n'a pas d'aide. Nous, c'est pour ça que il y a une partie de nos services qu'on offre quand même aux gens en dehors de la capitale nationale qui n'ont pas accès à aucune aide sur leur territoire. Là. Comme le groupe Les Perséides, le groupe d'entraide, c'est un groupe qui est offert par vidéoconférence qu'on peut offrir justement aux parents qui viennent de l'extérieur de la région. C'est ce que j'allais vous demander, si parfois on peut se joindre en ligne. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on est capable de le faire. C'est certain que si les demandes augmenteraient, on faudrait qu'on priorise là, quand même les gens de la capitale nationale, là, mais pour l'instant, là, quand les parents ont besoin d'aide, là, on le fait. Puis on peut aussi, les parents, dans le fond, qui viennent de l'extérieur de la région, peuvent faire une demande en ligne pour être jumelés finalement à un autre parent qui a vécu cette réalité-là, puis qui a été formé. C'est un parent bénévole qui est formé par notre organisation, qui peut accompagner un autre parent. Combien de ces parents vous soutiennent? En fait, là, en ce moment, on a à peu près une trentaine de parents bénévoles qui accompagnent d'autres parents. Puis on a, dans l'année, là, on a eu à peu près là, 25 parents là, qui ont eu recours à ce service-là. Là. C'est quand même bien. C'est un service qui est là en place depuis 1 an et demi. Là, fait que c'est quand même, on est très, très heureux. Qu'est-ce qui est la différence d'être accompagné par un père aidant versus une intervenante? Et est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre ou il y en a un qui devrait se faire avant? Je vous dirais que c'est sûr qu'on priorise toujours d'avoir un suivi individuel avec une de nos intervenantes avant d'aller vers un service de jumelage. Des fois, on a des parents qui peuvent avoir un service d'intervention individuelle, mais qui va aller aussi en jumelage, puis qui va aller aussi au groupe, là, qui va utiliser plusieurs de nos services, ça c'est bien. Mais des fois, ça arrive là, que le parent ne peut pas faire nécessairement une demande finalement avec une intervenante pour un suivi individuel, là, mais c'est correct aussi là, qu'on passe directement vers un service de jumelage. Il n'y a pas de problème non plus. Là. Et j'imagine que pour être père aidant, et là, quand on dit père, on entend bien P-A-I-R. Oui. Donc, papa ou maman au pluriel. Tu sais, ça m'amène à une question, parce que là, on parlait de la question des femmes homosexuelles, mais est-ce que ça peut arriver que, dans le cas qu'il y ait une mère porteuse, par exemple, de 2 hommes en couple et il y a un le bébé naît d'une mère porteuse? Avez-vous déjà eu une situation comme ça?
Non, ça nous est jamais arrivé, mais ça pourrait effectivement très bien arriver, mais non, ça nous est jamais arrivé. Pas chez nous. Okay. Donc, vous êtes financé, je comprends, sans doute, là, par le ministère Santé et Services sociaux? Oui, tout à fait. On est sur le programme de soutien aux organismes communautaires. C'est la principale source, là, finalement, là, de notre financement. Pas principale, mais la plus grosse partie. De quelle manière on peut vous aider ou encourager l'évolution de votre mission? Oui, dans le fond, si les gens le souhaitent, là, ils peuvent faire un don directement en ligne sur notre site Internet là, à l'organisme. Ils peuvent en parler, finalement, s'ils entendent parler de quelqu'un dans leur entourage qui a besoin d'aide, de proposer nos services. C'est plein de moyens, là, finalement, qui peut nous soutenir, mais soutenir aussi les parents. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Janie, pour 2024? Mon Dieu, j'aurais le goût de dire, c'est certain que, dans le fond, l'augmentation de notre financement pour soutenir notre mission davantage, puis c'est sûr que puis soutenir, en fait, la croissance de notre organisme, c'est surtout ça. Il y a 2 ans, on était seulement 2, maintenant on est 5, c'est pas pour rien, c'est parce que les besoins sont grands. Et puis voilà, fait que c'est sûr que plus on est capable d'accroître notre financement, plus c'est facile pour nous d'être en mesure finalement de bien répondre à la mission, ce qui est de finalement aider les parents qui vivent en deuil périnatal, puis d'en parler. Voilà. Merci de nous en avoir parlé, justement. C'était Janie Tremblay de l'organisme Les Perséides. Merci, Janie. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine cette émission des Héros Anonymes. Merci beaucoup à notre équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, Chantal Doré avec vous au micro chaque semaine pour vous faire découvrir de nouveaux héros anonymes. D'ailleurs, si vous en connaissez, si vous l'êtes vous-même et vous êtes... n'osez pas, en fait, écrivez à notre recherchiste Catherine Bourderon. On serait ravis d'entendre vos histoires et d'aider à faire connaître votre mission. Merci de nous écouter sur canalem.vusevoix.com, CKAC sur les plateformes de balado-diffusion. Et je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine ou écouter un autre de nos épisodes disponibles en ligne. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. À bientôt.